Merci beaucoup, madame la directrice, chère Céline. Merci, Nicolas. Merci à toutes et tous. Pour moi, c'est un vrai plaisir et un honneur d'être ici, en ce lieu et ce moment particulier qui nous engage, qui nous oblige, qui m'honore et qui m'émeut. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, nous en sommes à un point où nous n'avons pas à choisir entre transmettre un savoir et partager une émotion. Tout cela, au fond, doit se construire ensemble, collectivement, pas nécessairement unanimement, mais dans une diversité qui ne peut être qu'à l'image de la Méditerranée. Je suis très heureux, évidemment, de commencer ce 5e festival Nostremar. On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi, on sait en tout cas ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que, la mer Méditerranée devienne ce que l'écrivain haïtien, Louis Philibert d'Alembert appelle le mur Méditerranée, c'est-à-dire ce contre quoi, on se heurte, on se cogne et on se blesse. Et pour cela, il y a plein de choses à faire, sans doute, s'engager, discuter, réagir, riposter plus que réagir, c'est-à-dire trouver le terrain sur lequel on ne sera pas perdu, perdant d'avance, mais aussi savoir, comprendre et pour ma part, puisque je suis historien, faire de l'histoire. Qu'est-ce que faire de l'histoire? Qu'est-ce que la partager? Qu'est-ce que la rendre commune? Qu'est-ce que faire rendre socialement disponible par des musées, par des conférences, par du théâtre, par tout ce qu'on va au fond chercher à mobiliser pour, je le répète, transmettre un savoir et partager une émotion. Qu'est-ce que ça peut au fond produire à un moment où on comprend bien qu'il s'agit, de s'organiser, collectivement contre des forces, puissantes, qui cherchent à nous diviser. Toutes ces virtuoses, au fond, de la division, qui veulent, nous convaincre que parce que nous sommes différents, nous devrions vivre séparés. Pour cela, contre cela, pour ne pas y consentir, il faut, assurément, mobiliser, des ressources d'intelligence collective. Et moi, ce que je voudrais en une trentaine de minutes pour commencer et pour commencer sim ou plus exactement pour initier un dialogue, parce que c'est de cela dont on doit discuter, ensemble, c'est au fond de définir rapidement ce que peut l'histoire dès lors qu'elle se confronte à la mémoire et à, des mémoires qui peuvent être, douloureuses, dites, ou, invisibles, revendiquées ou tues, des silences, de la mémoire, qu'il faut, faire parler à nouveau et dans la multiplicité effectivement, de ces, mémoires, affrontées et quel meilleur, lieu évidemment pour en parler que ce magnifique et nécessaire mémorial dont je viens. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais peut-être vaut-il mieux laisser cela à la discussion dont je viens de découvrir la refonte de la galerie permanente et dont on voit bien d'ailleurs, ça désigne ce qui nous reste à faire, puisque oui, je veux bien ressaisir au bon cette magnifique définition de Ernst Bloch. Ernst Bloch, faut rappeler ce qui c'est justement un réfugié à Zurich en 1935, un de ces intellectuels allemands juifs qui quitte la barbarie et qui écrit ce livre bouleversant qui s'appelle Héritage de notre temps, où il fait deux choses en somme. La première, c'est d'essayer de comprendre à chaud ce qui est en train d'arriver. On est en 1935 et alors on dira un intellectuel, c'est ça. Un historien peut-être, c'est ça aussi. Marc Bloch l'a fait jusqu'au sacrifice et évidemment, on l'accompagnera dans quelques jours, le 26 juin, au Panthéon pour cela, pour avoir été en même temps un historien et un témoin. Donc, je dirais que être un intellectuel, c'est se donner la besogne de nommer les choses, de les nommer avec exactitude, ou plus précisément
de les nommer justes, c'est-à-dire avec, justice et justesse. Et c'est ça que fait Ernst Bloch, dans, Héritage de notre temps. Il dit ce qui est en train d'advenir. Mais l'histoire, c'est pas que ça. L'histoire, c'est pas la chronique d'un passé, même récent. L'histoire, c'est, comme dira, une autre, exilée, allemande, juive, philosophe de l'histoire, passée pas très loin d'ici, avec, Walter Benjamin, Hannah Arendt. Hannah Arendt disait, «L'histoire est l'art de se souvenir de ce dont on est capable» et c'est-à-dire évidemment du pire, mais parfois aussi du meilleur et l'art, c'est un art. C'est une science, mais c'est un art, de se souvenir de ce dont nous, femmes et hommes en société, sommes capables. Et c'est là où, effectivement, l'histoire n'est pas seulement, la chronique du passé, mais des futurs, non advenus, mais de ce qui peut devenir, d'où l'extraordinaire, puissance de la pensée d'Ernst Bloch dans Héritage de notre temps, cette fulgurance. Il faut se souvenir de ce qu'il reste à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au pire moment, il est exilé, il est malheureux, il est défait. Au pire moment, il voit, il prévoit, il pressent, le fait que cette histoire, aussi atroce soit-elle, et il n'avait pas encore les moyens d'en mesurer toute l'atrocité, elle aura une fin et qu'il faudra, voilà, pour celles et ceux qui auront survécu, refaire leur vie. Et donc il va chercher au pire moment, dans la catastrophe, de quoi espérer encore. On n'en est pas là. Il ne s'agit pas de se comparer, il serait indécent, obscène de se comparer, aujourd'hui, à, justement celles et ceux, relégués, déportés, dont, le mémorial, dit, à la fois l'histoire collective et l'histoire, singulière. Et comment pourrions-nous ne pas, au fond, profiter de ce trésor des expériences accumulées, pour le dire encore comme, Hannah Arendt, c'est-à-dire de cette extraordinaire littérature, des, années 30, même si on va y revenir. Je pense que pour moi, faire de l'histoire aujourd'hui, c'est se savoir, s'évader de ce vis-à-vis entêtant entre les années 30 et nous. Mais quand même, il y a là une leçon qui est, je dirais que qu'on pourrait dire d'un mot, heu un optimisme de méthode. Je veux dire, qu'on soit optimiste ou pessimiste, peu importe. De toute façon, l'essentiel, c'est de considérer que le pessimisme ne nous servira à rien et surtout à personne. Parce qu'on finit toujours par faire, payer à plus faible que soi, son désespoir. Donc de toute façon, quel que soit, notre, état d'esprit, ne serait-ce que par méthode, par principe, sinon par conviction, il faut organiser notre optimisme. Et c'est là effectivement où intervient la question de l'histoire et je voudrais l'articuler avec la mémoire. Je ne veux pas vous accabler, d'un discours, épistémologique, trop, pesant, ou scolaire, alors je me contenterai de parler moi-même, de parler, avec mon cœur. Quand j'ai voulu, faire, de l'histoire, je suis né en 1965, donc disons, on va dire à 20 ans. En 85, il y avait 2 choses qui se profilaient. Il y en avait une qui venait d'arriver, qui était, ce que Pierre Vidal-Naquet a appelé les assassins de la mémoire, ce qu'on appelait, révisionnisme et ce qui était en fait le négationnisme. C'est-à-dire qu'on a compris, nous, jeunes, que finalement on aurait ça devant nous. Ça devant nous. Cette, cette, ce combat contre une ignorance militante, organisée,
qui consiste à falsifier l'histoire. 85. Une année avant, 84, c'est le début de ce que moi j'ai toujours entendu comme un syntagme, figé, la montée du Front national. Vous vous rendez compte, j'ai 60 ans aujourd'hui, à l'époque je ne votais pas encore et donc toute ma vie électorale aura été d'une certaine manière accompagnée de ce mouvement qu'on nous présentait comme, irrésistible. Il n'y a pas de mouvement irrésistible, mais effectivement, ce petit livre auquel vous faisiez, allusion, Le temps qui reste, décrit au fond cet état de sidération ou plus exactement d'apathie, d'asphyxie, d'anesthésie en fait, qui nous, prend dès lors qu'on pense qu'un mouvement est écrit d'avance et est inéluctable. Donc il y avait ça comme horizon mauvais. Il y en avait un autre qui était apparemment plus, désirable, c'était 1989, le bicentenaire de la Révolution française. On ne savait pas qu'au moment où on allait commémorer une révolution, et moi, c'était ça qui m'intéressait, je voulais être un historien de la Révolution française. C'est après coup que, j'ai, découvert le Moyen Âge et au fond, avec le Moyen Âge, le désir de faire autrement de l'histoire contemporaine, mais c'est une autre histoire. Heu, 1989, il y a cet horizon, on se dit: «Bon, bah, on va célébrer ça». Et on ne savait pas évidemment qu'en 1989, on ne se contenterait pas de célébrer, une révolution, on allait, sans toutefois la comprendre, heu, en vivre une autre. Voilà, la chute du mur, Tiananmen et cetera. Mais on n'était pas pleinement rassurés, nous qui, étions, exaltés, par, la Révolution, française et par l'arrivée, au fond, du bicentenaire. Parce qu'il y avait un livre qui nous avait, alertés, inquiétés et culpabilisés, d'avance, qui était un livre sérieusement intelligent, de François Furet, qui s'appelait «Penser la Révolution française», qui était paru en 1978, par avance pour, je dirais, couper l'herbe sous le pied, de, tout effort de mémoire. Parce que la mémoire de la Révolution française, à ce moment-là, était communiste et que François Furet avait été tellement stalinien qu'il était farouchement anticommuniste à ce moment-là. Bon, c'était, on va dire, c'était, voilà, un historien, libéral, très libéral, mais un adversaire honorable. Ce qui effectivement, par les temps qui courent, nous, inspire presque de la nostalgie. Heu et donc heu et donc il était quand même très sérieusement contre, l'idée qu'il fallait commémorer la Révolution française parce que c'était comme ça, c'était le premier chapitre de Penser la Révolution française, parce que la Révolution française est finie. C'est un objet froid, terminé, et on ne peut faire l'histoire que de ce qui est refroidi. Si vous voulez commémorer, vous n'allez pas penser. C'était un coup de semonce, assez sérieux, duquel a a procédé une thématisation dans laquelle, on peut estimer qu'on est encore, enfin, en tout cas, beaucoup d'historiennes et d'historiens sont encore, c'est l'opposition entre la mémoire et l'histoire, qui a été très strictement définie par, Pierre Nora, qui commence cette même année 1978 son grand, séminaire sur les lieux de mémoire, qui donne ensuite, le livre que l'on sait. Quelle est l'idée? Et c'est une idée qui est, là encore, il faut être juste, utile à ce moment-là, qui est qu'on doit opposer la mémoire, socialement construite, potentiellement trompeuse, toujours évidemment, susceptible, de déformation. On sait bien ce que c'est qu'un témoignage, on sait bien ce que c'est qu'une mémoire, collective. On doit l'opposer donc aux rigueurs intransigeantes de l'histoire qui, elle, va corriger la mémoire, la corriger de manière un petit peu scolaire, et dès lors, au fond, tout va être, pris, dans, cette, exigence scolaire d'une histoire qui corrige la mémoire, qui nous demande si on a bien fait son devoir de mémoire. Et moi,
faire ses devoirs de mémoire, bah, oui, je savais ce que c'était que faire ses devoirs de maths, mais il y a un truc, vous voyez, un peu injonctif, un peu scolaire, qui est utile à ce moment-là pour distinguer ce que c'est qu'un savoir historique que de ce que c'est qu'une émotion collective, on va dire, pour le faire vite, mais qui va finir par produire quelque chose qui, à mon avis, est dangereux et qui, en tout cas, doit être dépassé, en fait, qui est dépassé, qui est de considérer qu'au fond, il y a des mémoires euh, effervescentes, que la société française, comme elle est diverse, chacun veut en avoir sa part. Alors, il va falloir parler d'histoire coloniale, il va falloir parler d'histoire d'esclavage, et puis après tout, et puis pourquoi pas même d'histoire des femmes, peut-être un jour, aller savoir. Bon, voilà. Et donc, que tout cela va créer une sorte d'effervescence de mémoire inévitablement concurrentielle, qui seront comme une sorte oui, d'assaut contre la forteresse de l'histoire. Et on a vécu là-dessus. Euh, Encore une fois, c'était utile parce que défendre la liberté des historiennes et des historiens contre les voilà, contre, disons, les mémoires politiquement instrumentalisées, on pouvait considérer que c'était utile. Mais pour moi, on pourra en discuter. Je le pose là simplement comme objet de discussion. C'est une thématisation qui est complètement dépassée. Si vous, on appelle mémorial le mémorial de Rivesaltes, mais nous sommes bien d'accord toutes et tous que c'est un musée d'histoire. Que ce qui est déployé ici, ce qui est donné à voir, à comprendre et à aimer, c'est pas une mémoire, c'est de l'histoire. Ces gens ont une histoire. On leur restitue non pas la mémoire comme on ferait l'aumône à des communautés oubliées et silenciées qui auraient le droit à leur petit quart d'heure de gloire. On raconte leur histoire. Plus précisément, on raconte notre histoire. C'est toute notre histoire. Il est faux de dire que l'histoire coloniale n'était pas enseignée à l'école. On me l'a enseignée. Mais on ne me l'a pas enseignée comme l'histoire française. On me l'a enseignée comme une banlieue de l'histoire française, comme un à côté, comme quelque chose qui, d'une certaine manière, n'était pas essentiel, n'était pas structurel. Intégrer l'histoire coloniale dans notre histoire et dire de la colonisation que c'est toute notre histoire. Colonisation, notre histoire. Voilà le titre du livre qui est paru sous la direction de Pierre Singaravelou et qui est à ce jour, à mon avis, la plus belle synthèse sur cette question-là. Voilà le progrès historiographique. On savait ce que c'était que l'esclavage. On n'avait pas compris à quel point l'esclavage était aussi, parce qu'on ne nous l'avait pas dit, structurellement lié à la démocratie athénienne, comme elle est structurellement liée au XVIIIe siècle à la prospérité économique. Alors, je prends un autre livre, un autre de mes amis, également publié aux éditions du Seuil, entre parenthèses, Paulin Ismar, Les mondes de l'esclavage, décrit effectivement, au fond, la massivité de cette de cette évidence historique qui n'est pas un à côté de l'histoire, qui est une dimension sans laquelle notre histoire, toute notre histoire, est incompréhensible. Maintenant, et je pourrais continuer avec l'histoire des femmes, avec l'histoire de l'environnement, avec l'histoire des animaux aujourd'hui. Heu, Toutes ces histoires, histoire coloniale, histoire de l'esclavage, qui étaient en lisière de l'histoire, hem, enseignée, légitime. Et puis, on parle de ça, hein, mais avant, là je parle de moi, mais si je parle d'avant moi, il y avait moi j'arrive dans l'histoire, j'ai 20 ans, quand l'histoire, ouvrière a déjà droit de cité à la Sorbonne. Mais ça n'avait pas été le cas. C'est quoi ce qu'il y a de commun donc entre l'histoire ouvrière, l'histoire coloniale et l'histoire d'esclavage? C'est qu'avant d'être une histoire légitime, c'était une histoire militante.
Et donc, ce sont des savoirs militants qui sont, d'une certaine manière, qui ont été progressivement intégrés à l'histoire savante et enseignés. Voilà. De cela, on doit tirer 2 conclusions. La première, c'est qu'effectivement, en thématisant l'opposition entre histoire et mémoire, on élimine ou en tout cas on met à distance, les savoirs militants comme non légitimes. Ça, c'est du côté de la mémoire, on peut les reconnaître, il y a des mémoriaux pour ça, mais ça rentre pas dans les livres d'histoire. Ça ne me paraît pas, raisonnable. Pourquoi? Parce que ça méconnaît le fait que tous les progrès en histoire ont eu lieu parce qu'on a, à un moment donné, reconnu des savoirs militants. Une fois qu'on les reconnaît, alors c'est vrai, on les discipline un peu. Ça s'appelle la discipline historique, c'est pas pour rien. On ne prend pas tout, unanimement, on rentre, dans les règles, de la méthode, mais on ne les exclut pas d'emblée. Deuxième conséquence, si ça a eu lieu, si moi, alors que je suis vieux déjà, je vois ça et je comprends pas et je comprends ça. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quels sont les savoirs que je méprise et que j'ai tort de mépriser? J'ai dirigé, oui, en 2017, un livre qui s'appelle «L'histoire mondiale de la France», dont on a fait une nouvelle édition en 2025. On tente de l'actualiser, de la moderniser, de voilà, de la faire vivre, tout simplement. Heu, je ne suis pas sûr que les critiques, les plus, réactionnaires que ce livre, a suscité, heu, sont celles qu'on nous fera dans 15 ans. Mais je suis sûr qu'on nous en fera dans 15 ans et c'est pas celle-là et c'est normal et je veux pas nécessairement, les anticiper, pour, les, contrarier, mais simplement essayer de penser un peu, ce qu'il nous reste à faire, justement. Voilà pourquoi, prenons d'une certaine manière, reprenant à mon compte, l'expression de François Furet, «penser la Révolution française», où il prenait l'histoire contre les mémoires. Voilà pourquoi, j'ai, intitulé, ce propos «Penser les mémoires». Mais en le disant, en l'écrivant, c'est clair, mais en le disant, je me dis: «Ah mince, peut-être que vous allez penser penser, le pansement. Peut-être que vous allez, croire que je vous veux du bien, que je veux soigner». Et ça, c'est toujours embarrassant parce que vous savez, d'une certaine manière, on n'aimerait pas, que l'histoire, soit une littérature de bien-être. Quand quelqu'un, vous dit: «Ah, vous savez, vos livres, ça nous fait du bien», on dit: «Bah, quoi? Bah, quoi? Bah, non, moi quand j'étais jeune, je voulais être Rimbaud, je veux vous empoisonner, je veux vous emmerder, je veux pas vous câliner». Bon. Maintenant, de vous à moi, dans une, société où la pire des insultes, c'est d'être bien pensant, c'est-à-dire de penser au bien, possiblement au bien commun. On peut aussi assumer, le fait, heu, qu'il vaut mieux penser bien que mal et que lorsque, le monde s'abandonne à l'éloge de la force nue, brutale, ignorante, mais surtout souverainement fière de son ignorance, d'une ignorance militante. Là est le véritable là est la véritable militance dans, une position de non-savoir, une position de haine de la science, une position de défense, de haine. Non pas quand on vous dit, «La science est attaquée», c'est pas notre emploi, hein, c'est un bien commun. C'est la conversation scientifique. C'est ce qu'il y a effectivement dans une démarche scientifique, de
nécessaire au bien commun qui est, attaqué. Et alors se pose une question qui est une vraie question, qui est que au fond, est-ce que moi, ça m'aurait fait hurler il y a quelques années, mais est-ce qu'on assume cette fonction? Il y a une fonction réparatrice. Je dis penser les mémoires parce que, bah, voilà, mon travail, c'est un travail d'historien qui va élargir la connaissance. Et la beauté, en fait, vous voyez, de ce savoir, ce qui en fait, un savoir, entraînant, ouvert, peuplé, divers, un musée d'histoire, mémorial, comme celui de Rivesaltes, ouvert il y a 15 ans, doit se réinventer 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Parce que de vous à moi, on a fait beaucoup de progrès depuis 2015. Beaucoup de progrès en termes de connaissances historiques et en termes de conditions historiques. Et que c'est extraordinaire de voir comment tous les musées d'histoire, moi je le sais, on en reparlera, j'ai contribué à la refonte de la galerie permanente du Musée national d'histoire de l'immigration, qui au départ était, ouvre avec plein de bonne volonté et qui effectivement, 10 ans plus tard, doit être refait parce que nous avons changé. Je reviens, et là, pour le coup, c'est que les questions de mémoire, on ne peut pas dire que ça ne soit pas vif. Je reviens, d'un séjour où j'ai fait des cours à l'université des Antilles, c'est-à-dire en Martinique et en Guadeloupe. À Pointe-à-Pitre, il y a inauguré également en 2015, le MACT, le mémorial de l'esclavage, heu qui, parce que justement il a produit ces effets sociaux, doit être refait aujourd'hui. Oui, parce que l'histoire, c'est ça, l'histoire continue, comme le dit, Georges Duby, et que, d'une certaine manière, elle ne continue pas parce qu'elle se corrige, mais parce qu'elle se complète et parce que, d'une certaine manière, il n'y a rien à craindre d'une histoire, qui se réécrit parce que, d'une certaine manière, on est dans ce moment-là. Donc c'est un moment qui est absolument exaltant pour nous, les historiennes et les historiens, heu professionnels, où on est vraiment parfois sûr de rien, sinon que l'histoire est une gymnastique de l'inquiétude. Et vous avez vu ce qui, enfin, ou vous allez le voir, ce qui, d'une certaine manière sépare l'ancien parcours du nouveau, parcours, de Rivesaltes, c'est que c'est une histoire qui est à la fois plus complète, qui s'élargit, qui prend d'autres, acteurs, qui commence avant, qui se termine après, donc plus complète et plus inquiète. Parce qu'évidemment, plus vous embrassez, plus mais inquiète, ça veut dire pas sûr de soi et ça veut dire contraire de qui est, c'est-à-dire, pas installé, pas assis, mais en mouvement, en mouvement, ce que tu disais, une histoire en mouvement. Alors ne nous étonnons pas que parce que l'histoire est en mouvement aujourd'hui, non seulement elle, suscite, des réactions, mais une hostilité, mais en fait une hargne. Voilà. On en reparlera. Est-ce que la société, française, est plus raciste, aujourd'hui? Sans doute pas. Tout indique que non. Voilà pourquoi l'antiracisme ne doit pas être, un appel aux principes, mais un rappel aux pratiques. Il ne s'agit pas d'engueuler les gens en disant: «Ah, vous pensez mal». Il s'agit de leur rappeler qu'ils pratiquent bien, que ce qu'ils font, en fait, tous les jours, est de plus en plus, tolérant, ouvert. Tous les indicateurs démographiques, les mariages mixtes et cetera, tout le montre. Simplement, on ne le sait plus, on ne le croit plus, parce qu'on finit par croire des, virtuoses de la haine qui, du matin au soir et le lendemain recommencent, sur les plateaux télé, essayent de nous convaincre du contraire. Dès lors, nous n'avons pas un problème, au fond,
d'existence, mais de représentation de cette existence. Donc, on est dans un moment dangereux parce que les mœurs, les pratiques, les savoirs progressent vite. Et pour ceux qui, effectivement, font profession d'ignorance, c'est pas bien et ils se laisseront pas faire. Et le diagnostic, c'est ça. C'est que peut-être que enfin, voilà, je laisse ça pour la discussion si vous le voulez bien. Mais, heu, je pense que la question aujourd'hui, c'est de se réencourager en comprenant bien ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est une accélération, en fait, de la prise de conscience, de la diversité des mémoires, de la, nécessité d'en faire l'histoire, de l'obligation de ne plus opposer histoire et mémoire, de la certitude, au fond, qu'on s'est fait enfumer avec cette histoire de concurrence mémorielle. Parce que qu'est-ce qu'on cherchait à nous dire? Si vous vous, si vous vous mettez à vous émouvoir de la souffrance d'un tel, vous allez finir par être, indifférent à la souffrance de l'autre. Mais c'est l'inverse qui se passe. C'est toujours l'inverse qui se passe. On sait bien que, justement, une revendication du droit et de la lutte pour les droits pour, les femmes, amène aussi une revendication, et une lutte pour la revendication des droits, pour, les racisés ou pour voilà. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité et vous avez remarqué que quand dans le discours, réactionnaire, la haine de la concurrence des mémoires, a fait place à la haine de l'intersectionnalité, qui dit exactement l'inverse. Parce que si on est intersectionnel, ça veut dire qu'au fond, on va s'indigner de toutes les inégalités et de toutes les injustices et c'est ça qui se passe. Donc ne nous laissons pas intoxiquer par, ce thème de la concurrence des mémoires où si on s'afflige de la souffrance de l'un, alors on est indifférent à l'autre, puisque en fait, c'est pas ça qui se passe et c'est pas ça qui se passe et pour les réactionnaires, c'est bien le problème. Bon, cela dit, vous voyez, j'organise, l'optimisme. Heu, c'est pas pour ça que la situation est dangereux et n'est pas dangereuse, hein. Vous voyez comment, les derniers feux, de enfin voilà, un lion peut être blessé, en train de crever, il peut aussi vous arracher la tête avec son dernier coup de patte. Donc, on peut en mourir de la faiblesse de nos adversaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dès lors et j'arrive à la fin, enfin à la fin de mon monologue, le début, de notre, échange. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce thème des mémoires quand l'histoire et je pense qu'on peut s'accorder ensemble pour ne plus opposer trop schématiquement l'histoire et la mémoire et admettre au fond que, ces luttes de reconnaissance dans le l'acception la plus tranquille, la plus pleine de la reconnaissance, heu, qui sont en effet des luttes pour la réparation et en ce sens, la penser les mémoires, PEN, PAN, cette, indistinction, n'est pas totalement fortuite. Parce que réparation peut vouloir dire, évidemment, peut avoir, voilà, des conséquences financières qu'on sait bien, et qui est la grande question, d'aujourd'hui, notamment de la mémoire, de l'esclavage et de la traite, hein. Il n'a pas échappé, qu'on a, fêté,
les 25 ans, de la loi, Taubira, dont beaucoup d'historiennes et d'historiens disaient: «Ouh là là, attention, ça va nous contraindre, ça va empêcher, la recherche historique de se développer». On est bien d'accord que, en fait, et ça ne devrait même pas souffrir le débat, que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est évidemment l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que, ça a créé les conditions d'un développement, je le répète toujours, de la connaissance et de la condition historique. Mais maintenant, ça continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Et quand le 25 mars de cette année, le Ghana propose à l'ONU de voter une résolution qui définit la traite et l'esclavage comme le pire des crimes contre l'humanité, évidemment que ça blesse notre rapport à l'universalité. Évidemment qu'on se dit, et même Christiane Taubira se le dit, c'est pas terrible quand même de hiérarchiser les crimes, etc. Mais voilà, c'est le Ghana. C'est pas n'importe quel pays au regard de cette histoire, le Ghana. Et il va convaincre tous les pays d'Afrique et tous les pays de la Caraïbe de voter, et c'est la loi, en tout cas le droit international. Ça s'est imposé à l'ONU, cette résolution. Et après que 3 pays s'y opposent, Israël, les États-Unis et l'Argentine, et qu'une centaine de pays, dont la France, s'abstiennent, c'est regrettable, mais c'est le monde d'aujourd'hui. C'est les Suds globaux qui, aujourd'hui, vont dire le droit international. Et donc après, c'est une question de politique française, est-ce qu'on veut être à la traîne ou est-ce qu'on veut, avoir une part de ce nouveau monde? Bon, voilà. En tout cas, du point de vue des politiques mémorielles, vous voyez très bien que la question de la réparation, parce que c'est ça qui est, y compris dans sa dimension financière, elle est, tout à fait, inscrite, dans, cette, possibilité-là. Mais réparation peut aussi se dire, d'une manière, je dirais, qui n'a rien à voir avec la compensation financière et avec, la reconnaissance internationale, qui est simplement réparer les récits. Faire en sorte que, on puisse faire, récit de nos dispersions, sans nécessairement construire une histoire commune, mais au moins faire récit de nos nos dispersions. Et c'est là où effectivement je peux, consentir, à l'ambivalence, penser les mémoires. Et c'est là, et j'en terminerai par là, où la politique de la mémoire, et c'est ce qu'il y a de plus touchant au fond ici, recouvre la poétique de la mémoire. Ou plus précisément, en la matière, ce qu'il y a de plus poétique et ce qu'il y a de plus politique. Il faut trouver les mots pour le dire. Et il faut trouver la force d'ouvrir les yeux sur quoi? Ce qu'il y a en haut là, avec, les baraquements, qui tombent en ruine, et ce mémorial qui, sait se faire discret. C'est, effectivement, la manière, humaine, et l'humilité, de se de réaliser au fond cette inversion de relief mémoriel. Ça veut dire quoi l'inversion de relief? Vous savez ce que c'est, en géographie, une inversion de relief? C'est quand, quelque chose de haut se trouve en fait totalement, affaissé. Ça se passe toujours ainsi avec la mémoire. C'est-à-dire que, vous voyez, le début, du film, évidemment inoubliable de, Claude Lanzmann, Shoah. On est, dans, la forêt, de Sobibor, et on se rend compte que le lieu le plus atroce, là où il y a eu le plus de morts, c'est là où on ne voit rien, et c'est toujours comme ça. Et il suffit au fond d'explorer les paysages de la mémoire, les nôtres. Il suffit, de comprendre que, cet imaginaire archéologique, ce que spontanément, on applique,
à la fois à notre psyché, à l'esprit humain et au sol, à la sédimentation archéologique. C'est-à-dire, plus c'est profond, plus c'est ancien. Bah, moi, j'aimerais bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai fait de l'archéologie. Toute la difficulté de l'archéologie, c'est que le temps ne s'étache pas, de manière, scolaire, et sage. Non, parfois il y a des résurgences, parfois quelque chose de très ancien vient s'inviter et vient affleurer. De même que dans notre, souvenir, ce sont, parfois, des souvenirs anciens et traumatiques, qui, se rappellent à notre bon ou mauvais souvenir. Et donc, c'est d'ailleurs, ce que les archéologues appellent magnifiquement un sol tourmenté, une sédimentation tourmentée. Ben, notre tourment, c'est celui-là. C'est que le plus ancien n'est pas le plus profond, ou s'il l'est, enfoui, il ne reste pas enfoui très longtemps, ça vous éclate à la gueule. Et là, vous vous poserez, vous avez pu à vous poser la question de savoir si, ah oui, mais quand même, depuis, il y a, voilà, il y a eu effectivement, les républicains espagnols, puis, les, juifs, puis les harkis, mais ils ne s'inviteront pas dans le bon ordre, dans la conscience historique. Ils viendront tous ensemble réclamer leur dû, et c'est comme ça. Et c'est normal. Et il n'y a pas lieu de s'en indigner. Donc c'est ça la poétique de la mémoire. Et si on monte, à l'air libre, on verra ça, l'inversion du relief. On verra des ruines tomber en ruines et la nécessité de les maintenir un peu sans faire semblant de donner à croire que ces baraquements ont été, sont intacts. Non, ils ne sont pas intacts. Du temps a passé. Mais c'est le même problème à Oradour ou à Hiroshima, c'est-à-dire comment faire en sorte de donner à voir l'usure du temps. C'est un problème qui est vertigineux, c'est un problème qui est à la fois très technique et très philosophique, et qui, décrit quelque chose qui, encore une fois, est, partagé, par, l'humaine, condition. Et la solution qui a été, donnée, enfin qui est celle des baraquements, hein, on en parlait, Nicolas, c'est-à-dire, exactement comme quand vous avez une, peinture ancienne, avant, la manière, de la restaurer, c'était de repeindre. Une couleur, est passée, elle est tombée, on la refout, hop, et puis on essaye de colmater la brèche. Maintenant, on fait l'inverse. On ne cache pas que quelque chose manque. On désigne le manque. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est là-dessus que je termine vraiment. C'est une petite filouterie de quelqu'un qui, quand il veut pas tout à fait terminer, dit 3 fois, 4 fois. Ça veut et dire là, penser les mémoires et acceptons de les penser comme, de les soigner. OK. Mais on ne mettra pas un pansement. Mais on ne va pas les colmater. Mais on ne va pas effectivement faire comme s'il n'y avait pas de cicatrice. On va donner à voir la cicatrice. On va embellir la béance. On va faire comme cet art magnifique des Japonais qui s'appelle le kingutsi, qui, lorsqu'un vase tombe et se brise, on ne le recolle pas bord à bord, mais entre les fragments, on le souligne avec une pâte d'or, ce qui fait que le vase est enrichi d'avoir été brisé et plus beau. Ben voilà ce qu'est la poétique et la politique de la mémoire. Nous sommes divisés, nous sommes peut-être émotionnellement brisés, mais on va faire en sorte, si vous le voulez bien, que non seulement de réparer,
encore moins de penser, mais de le réagencer pour qu'à la fin, ça soit plus beau. Voilà et là, j'ai fini.